Bonjour, je m'appelle Arnaud Miranda, je suis doctorant en théorie politique à Sciences Po, affilié à deux laboratoires, le CEVIPOF, donc le Centre d'études politique, et l'école de droit de Sciences Po, spécialisée en droit. Je suis aussi ATER cette année, donc c'est en gros un poste temporaire d'enseignement et de recherche. Donc je donne des cours de théorie politique, d'histoire des idées politiques, et je termine ma thèse cette année. La théorie politique, c'est une sous-discipline de la science politique, aux côtés de la sociologie politique, des relations internationales, de la politique comparée, de l'analyse des politiques publiques. Et disons que l'objectif, ce qui intéresse le théoricien du politique, c'est deux choses principalement. Il y a un aspect d'histoire des idées politiques, avec l'idée de trouver un petit peu de faire la généalogie des concepts qui sont présents dans les discours contemporains. Donc, un exemple, par exemple, on parle souvent de populisme, c'est un terme qui revient souvent dans les discours contemporains. L'historien des idées politiques va essayer de chercher d'où vient ce concept et d'essayer de clarifier un petit peu les usages qui en sont faits. Donc le deuxième aspect plus normatif, disons, qui s'occupe plutôt des normes qui règlent la société, l'idée c'est que le théoricien du politique va essayer de clarifier certaines controverses contemporaines, certains débats qui animent la société dans laquelle il vit. Par exemple, une thématique classique en théorie politique, faut-il interdire la prostitution ? On peut vite tomber dans le débat d'opinion, dans la confrontation entre des valeurs conservatrices, progressistes. L'objectif du théoricien du politique, ça va être de clarifier un petit peu les enjeux conceptuels qu'il y a derrière ces controverses. Donc voilà, il y a ces deux aspects, histoire des idées politiques et théorie plus normative. Mais mon travail de recherche se situe plutôt du côté histoire des idées politiques. Donc je fais plutôt un travail de généalogie des concepts qui occupent notre discours contemporain. Et pour être plus précis, ma thèse porte sur les pensées contemporaines de la décadence. Donc l'objectif que je me suis donné dans cette thèse, donc quand je dis contemporain, ça veut dire première partie du XXe siècle, 1918, jusqu'à la fin du XXe siècle, voire le début du XXIe siècle. Donc l'objectif que je me suis donné dans cette thèse, c'est d'essayer de retracer un petit peu ce que j'appelle l'imaginaire de la décadence chez les théoriciens politiques, chez les intellectuels, si vous voulez. Donc je repère en gros trois moments dans ma généalogie, dans mon histoire de l'imaginaire de la décadence, l'histoire de l'imaginaire contemporain de la décadence. Un premier moment qui est disons relativement évident, qui est celui d'un corpus réactionnaire, donc, dans lequel je place par exemple Oswald Spengler, Carl Schmitt ou Julius Evola, qui sont des réactionnaires, enfin des théoriciens vraiment très réactionnaires, et qui mobilisent la décadence à travers tout un panorama, un échantillon de métaphores pour décrire ce qu'ils considèrent comme étant la fin de la civilisation, la dissolution des valeurs traditionnelles, la fin des hiérarchies, et qu'ils perçoivent évidemment comme quelque chose de négatif. Et donc j'ai essayé dans ma thèse, dans cette première partie de thèse, de faire en quelque sorte la cartographie des métaphores qu'ils utilisent et quelles sont les conséquences que cet imaginaire a sur leur vision du politique. Et donc sans surprise, on se rend compte que leur vision très décadentielle fait qu'ils détestent la démocratie et le libéralisme parce qu'ils l'aperçoivent comme décadente. Donc ça c'est la première étape. Et dans un deuxième temps, je remarque quelque chose d'un peu plus étrange, c'est que cet imaginaire réactionnaire de la décadence a en quelque sorte dépassé les frontières de la réaction pour se transmettre à des courants intellectuels auxquels on ne s'attendrait pas vraiment qu'ils partagent cet imaginaire de la décadence. Donc par exemple, les auteurs auxquels je m'intéresse sont des auteurs dits postmodernes, donc par exemple Deleuze, Guattari ou Derrida, qui selon moi, mobilisent les mêmes métaphores de la décadence que les auteurs réactionnaires. Alors évidemment, il y a quelque chose qui change avec eux, c'est que l'axiologie, c'est-à-dire la valeur qu'ils vont donner à la décadence, va changer de sens. C'est-à-dire que pour eux, la fin de la civilisation, la fin des hiérarchies, le désordre deviennent des valeurs positives. Et donc finalement, ils récupèrent cet imaginaire pour le transformer, pour le renverser. Mais ce que j'observe aussi, c'est que le fait d'avoir récupéré cet imaginaire de la décadence trouble un peu leur vision du politique. Et il y a en quelque sorte
en récupérant l'idée de décadence, il récupère une vision très critique, ou du moins très méfiante à l'égard de la démocratie et du libéralisme. Donc il y a bien quelque chose qui passe, malgré le fait qu'il renverse l'axiologie, c'est une certaine méfiance vis-à-vis de la démocratie. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et le troisième moment qui m'intéresse, c'est finalement un moment que j'appelle ultra-contemporain, c'est-à-dire quasiment actuel. Donc là, c'est la partie la plus prospective de ma thèse, c'est ce qui est le moins étudié. Mais finalement, j'observe un phénomène aujourd'hui si vous voulez, d'assemblage de ces deux traditions sous l'égide de la décadence. C'est-à-dire qu'il y a des courants intellectuels, initialement de droite et d'autres de gauche, qui vont récupérer non seulement l'imaginaire réactionnaire de la décadence, mais aussi la version postmoderne pour essayer de les assembler. Donc je remarque j'étudie deux formes de ce phénomène. Dans un premier temps, un courant qu'on appelle accélérationniste, donc qui était originellement un courant qui lisait la postmodernité et qui finalement est allé chercher du côté des réactionnaires façon de traiter la décadence. Et d'un autre côté, ce qu'on a appelé la nouvelle droite, ou en tout cas une certaine partie de la nouvelle droite, qui, si elle est originellement réactionnaire, a essayé de combiner en quelque sorte son argumentaire avec des éléments postmodernes. Et à mon sens, donc quel est l'intérêt d'étudier ces courants ensemble? C'est de montrer qu'une utilité d'avoir la perspective de la décadence, c'est de faire sens de ces étranges courants qui sont incompréhensibles si on ne perçoit pas la porosité qu'il y a entre les deux imaginaires, à la fois réactionnaires et postmodernes. Ce que je recherchais initialement, je voulais travailler sur les rapports entre métaphysique et politique, c'est-à-dire un petit peu aller contre l'idée qu'on a beaucoup depuis, quand on a fait de la science politique, on sait que la modernité a fait une rupture entre la conception du politique et du religieux, de ce qui relève de la métaphysique, et certain nombre de penseurs qui ont relativisé cette dimension de séparation entre le métaphysique et le politique, et finalement qui ont révélé une certaine forme de non-réalisation de la modernité. Donc j'étais très intéressé par cette idée qu'il pouvait y avoir des traces de métaphysique dans le politique, et dans la pensée politique en particulier. Et donc j'avais envie d'aller chercher ces traces de métaphysique, ces entremêlements entre métaphysique et politique dans la pensée contemporaine. Et alors il y a certains concepts qui ont déjà été étudiés à cet égard, donc notamment le concept de progrès, qui a été étudié exactement à cette lumière, c'est-à-dire l'idée que le progrès, c'est pas vraiment un concept ou un fait observable empiriquement, c'est plutôt quelque chose comme une catégorie, on pourrait dire méta-historique, qui guide notre manière de lire l'histoire, de lire la politique. Et donc, un peu à la manière de ces études qui ont été faites sur le progrès, j'ai voulu trouver un concept qui était vraiment à la frontière entre politique et métaphysique, en tout cas ce qui dépasse le politique. Un concept dans lequel finalement le politique touchait à sa limite et allait chercher finalement le plus haut, c'est-à-dire à la conception qu'on avait du monde, du temps, etc. Donc la décadence est vraiment sur cette frontière entre politique et ce qui dépasse le politique. Et pourquoi aussi je trouve que la notion de décadence est intéressante, c'est parce que très peu de chercheurs ont travaillé dessus, et en plus elle permet à mon avis de faire sens, alors ça je ne veux pas trop m'aventurer dans ces considérations-là parce que je n'ai pas encore suffisamment étudié, mais je pense qu'elle permet de faire sens de certains discours contemporains comme l'écologie radicale, c'est-à-dire que c'est un motif qui revient sans cesse, et encore plus aujourd'hui quand on est face à la question écologique. Donc à mon avis c'est à la fois un concept qui est très récurrent au niveau de l'histoire de la pensée et qui a une forme d'actualité, et c'est ça qui m'intéresse. Alors, la naissance, ou en tout cas le développement de la théorie politique, c'est essayer précisément d'aller à l'encontre de cette accusation qu'on faisait souvent la philosophie politique, à qui on a souvent reproché d'être idéaliste et abstraite. Et donc la théorie politique avait vocation, à son origine même, de se préoccuper de controverses contemporaines. Donc je pense que la théorie politique qu'on appelle normative, alors c'est pas trop ce que je fais, c'est une autre branche de la théorie politique,
comme je le disais, des controverses comme voilà, faut-il interdire la prostitution, faut-il un salaire universel, un revenu universel. Ça, ce sont des questions qui sont très concrètes. Et donc je pense que là, l'utilité est assez nette, c'est-à-dire c'est simplement essayer de proposer des réponses normatives à des controverses qui existent déjà dans la société. Après, la question de savoir si l'histoire des idées politiques est utile, alors ça, déjà, premier niveau de réponse, est-ce qu'une science sociale a besoin d'être utile pour être intéressante? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Quelle est l'utilité des chercheurs qui s'intéressent à Plotin en philosophie? C'est pas tout à fait clair. Pourtant, si ces chercheurs arrêtent de s'intéresser à ces questions, le savoir-faire, la lecture des textes, même linguistique, se perd. Donc il y a des compétences qu'il faut quand même assurer, dont il faut assurer la perpétuation. Et si j'accepte la question de l'utilité de l'histoire de la pensée politique, d'autant plus contemporaine, je pense qu'il y a une utilité claire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est essayer de comprendre d'où viennent les concepts qu'on utilise. C'est-à-dire que dans le discours, si vous regardez le discours médiatique, en parlant de décadence, vous avez une prolifération des discours décadentiels ou décadentistes parmi les éditorialistes, les intellectuels, etc. Si vous prenez Suicide français d'Éric Zemmour, c'est une pensée de la décadence, en tout cas un discours décadentiel. Vous voyez, Michel Onfray a publié un ouvrage qui s'appelle Décadence. Patrick Buisson a publié un ouvrage qui s'appelle Décadence. Alors ce n'est pas des pensées à proprement parler, en tout cas des théories comme je les étudie, mais il y a une présence de l'idée de décadence aujourd'hui. Et pour comprendre d'où ça vient, et surtout ce qu'il faut en faire de ce concept, pour moi il faut en faire la généalogie. Il faut essayer de voir comment ce terme est connoté dans l'histoire de la pensée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière comme valeur, qu'est-ce qu'il y a derrière comme vision du monde, de l'histoire, etc. Donc si on veut, on n'est pas forcé d'être critique de l'idée de décadence, mais si on veut remettre en question cette perspective, on ne peut pas le faire autrement qu'en remontant dans la généalogie de ce concept-là. Et deuxième aspect aussi, peut-être encore plus pratique, c'est pour certains mouvements, je pense aux mouvements écologistes, il y a des débats et même des déchirements internes pour savoir ce qu'on fait de certains concepts. Par exemple, le concept d'effondrement, les intellectuels écologistes se battent pour savoir s'il faut le conserver ou pas, si c'est quelque chose qui va produire une action positive ou est-ce que ça ne va pas finalement désespérer les militants. Et moi je pense que tout ça tourne autour de la question de la décadence. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que finalement dans la notion d'effondrement, on n'est pas en train de répéter un motif de la décadence qui, comme chez les réactionnaires, et peut-être dans sa récupération postmoderne aussi, nous induit à une certaine méfiance vis-à-vis de la démocratie et nous paralyse dans une certaine action militante ou politique. Donc je pense que ça, c'est une forme de pertinence actuelle.